Bon, l'année 2020 nous coûte cher, hein, puisque la dépense publique va monter à 61-62 points de PIB, hein, temporairement. Alors pourquoi elle monte à 61-62? Il y a à la fois le plan de relance et puis le fait que le PIB se casse la gueule en ratio. Donc la dépense augmente et le PIB se casse la gueule. Quand on dit en 2019 qu'on est à 56 points de dépenses publiques, ça veut dire qu'il y a 56 de dépenses publiques pour 100 de PIB. Mais en 2020, si on passe à 58 de dépenses publiques, mais que le PIB tombe à 92, le ratio monte fortement. Il sera peut-être très au-dessus de 61, hein, il sera peut-être à 63, 64. Donc la question, c'est est-ce qu'en 21-22, on revient à la tendance de 56 ou pas? Déjà, 56, c'est 10 points de PIB de plus qu'ailleurs. Le bon taux de dépense pour nous, c'est 48. Donc, en gros, on va se retrouver à 61-63 en 2020, et sachant que le bon taux, c'est 48. Donc, il faut qu'on se restructure. Il faut restructurer toute la protection sociale, il faut remettre le pays au boulot. Voilà. Il faut l'expliquer comme je l'explique là. Les personnes vous l'expliquent comme ça dans la classe politique. Donc, si vous avez un niveau de dépenses qui est très élevé, il va falloir qu'il redescende. Alors, vous voyez la contrepartie, ça nous met une dette à 116-117 points de PIB. Donc, on va se prendre 20 points dans la gueule entre 2019 et 2020. Donc, la dette, en gros, passe de 98 à quasiment 118. Donc, on se prend 20 points de dette de plus en quelques mois. Hein. Mais là aussi, fin 2020, le 116, 117, 118, c'est parce que le PIB est tombé à 92. Donc, tout l'enjeu, c'est la vitesse du rebond. Donc, tout se joue maintenant. Est-ce que, à partir de maintenant, on revient sur une pente de 6 pour, disons, un an, entre juin 2020 et juin 2021? Est-ce que le rebond se fait sur une pente de 6% de croissance qui nous permet de limiter les dégâts en 2020 et de ressortir la tête en 2021? Donc là, le rebond, là, il est clé. Et je trouve que le gouvernement n'est pas très bon sur le rebond parce qu'il explique mal la nécessité du rebond. Alors, certains, maladroitement à droite, ont évoqué la nécessité d'augmenter la durée du travail. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est un peu la discussion un peu plus subtile qu'on vient d'avoir là sur le fait que il va falloir, dans une année normale, il y a des moments où il faut travailler plus. Là, c'est la même chose, mais dans un autre sens. En fait, ce n'est pas très loin de la vérité si on dit que dans les 12 mois qui viennent, on va avoir un tiers des boîtes en surchauffe, un tiers à 10% en dessous de ce qu'ils connaissaient normalement, et puis un tiers à la dérive, dont un septième de l'ensemble qui se casse la gueule. Donc, le point central, c'est que les boîtes en surchauffe, il faut tout faire exploser qui les empêche de se développer. Parce que c'est les boîtes en surchauffe qui vont absorber les salariés qui vont sortir des boîtes qui vont tomber. Donc, dans les 12 mois qui viennent, c'est la capacité du système de laisser bosser ceux qui vont avoir beaucoup de boulot. Si à cela on dit, mais vous êtes des fumiers, vous vous rendez compte, vous êtes vraiment des salopards, quoi? Dans cette boîte X, vous êtes à 48 heures par semaine, vous êtes des tarés, alors qu'il y a 4 millions de chômeurs. Mais il faut répondre, non, mais nous, on est à 48 heures parce qu'on paye un max d'impôts et de cotisations sociales pour aider les autres, et qu'en étant à 48 heures, on entraîne notre écosystème qui lui-même est en train de créer des emplois. Donc, mais est-ce que la classe politique est assez claire sur ça? Est-ce qu'elle va, dans l'année qui vient, tenir le discours de quoi? Vous êtes à 48 heures, vous êtes un salaud? Ou est-ce qu'elle va tenir le discours de waouh, c'est extraordinaire parce que vous entraînez votre écosystème et vous créez beaucoup d'emplois? Vous voyez, il y a deux approches. Alors, à l'instant T, par rapport à ce qu'on connaît de notre système, le plus probable, c'est vous travaillez 48 heures, vous êtes des salauds. Mais justement, c'est pour ça que l'APM peut jouer un rôle, le MEDEF pourrait jouer un rôle et la classe politique pourrait jouer un rôle. Mais on n'a pas entendu des gens à droite dire
non, ce n'est pas la durée du travail de tout le monde qui doit passer 35 à 37, mais dans les secteurs où ils vont boomer, il faut qu'ils passent à 45 parce qu'ils vont créer des richesses qui vont entraîner la restructuration et la modernisation de l'économie française. Alors, je ne sais pas si on va être capable de le faire, mais en tout cas, c'est ça qu'il faut faire au niveau individuel et c'est ça qu'il faut dire à vos salariés. Si vous avez par chance, vous retrouvez dans la situation où tout à coup, vous avez un excès de commandes, il faut absolument réunir le personnel pour leur dire, écoutez les mecs, c'est notre chance. Si on va être vivant dans 6 mois, il faut répondre à toutes les commandes. Et même si ça implique de faire 45 heures pendant 6 semaines de suite, il ne faut pas hésiter à le faire. Donc c'est ça, à mon avis, qui est absolument important. Et c'est pour ça que dans ce contexte, franchement, le débat sur l'augmentation d'impôts pour payer la crise, ben vraiment, on est dirigé par des connards, quoi. S'il y a un discours à ne pas tenir aujourd'hui, c'est le discours de l'augmentation des impôts. C'est con à pleurer. S'il y a un discours à tenir aujourd'hui, c'est les boîtes qui ont du boulot, on va les aider massivement à investir. C'est ça qu'il faut tenir comme discours. Mais voilà, je suis désolé, mais je ne l'entends pas, ce discours. Donc, quels sont, d'après vous, les secteurs industriels qui risquent de rentrer en surchauffe dans l'année qui vient? Bon, question difficile. Moi, si j'étais au pouvoir, d'abord, je ferais des commandes militaires significatives, Dassault, Thales et autres, mais je ne suis pas au pouvoir. Néanmoins, on peut quand même espérer qu'il y ait un petit rebond de ce côté-là. Mais les secteurs qui seront naturellement en surchauffe, la santé va être durablement un secteur très, très important. Je cherche un doc, là, je ne sais pas si je l'ai. Donc, il y a la santé. Je pense qu'il va y avoir des exigences en agroalimentaire pour améliorer la qualité de ce qu'on bouffe qui va être très significatif. Moi, je ne suis pas totalement pessimiste sur l'automobile, mais ce qui me rend pessimiste, inquiet ou en colère, c'est l'absence de réponse intelligente de l'État. C'est-à-dire qu'on a 2 grands constructeurs et je ne vois pas venir la politique de filière qui permettrait de rebondir. Je crois que je l'ai évoqué tout à l'heure, mais je reviens dessus. La bonne politique pour nous, en France, compte tenu du fait que nous avons une densité de population qui est beaucoup plus faible qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas, c'est l'hybride. L'hybride est notre chance. Parce que l'électrique, dans les 4 ans qui viennent, c'est très con. Parce que si vous prenez la trace carbone de voitures électriques dont le bloc électrique vient de Chine, et si en Chine ça a été fabriqué avec de l'électricité au charbon, eh ben, pendant encore 4 à 5 années, des voitures thermiques, surtout les dernières voitures thermiques à essence ou même à diesel, elles ont des consos à 4-5 du litre et elles polluent quasiment plus. Donc ces bagnoles-là, elles ont une trace une trace carbonique, une trace carbone qui est beaucoup plus faible qu'une bagnole. Vous savez que le bloc batterie d'une voiture électrique, c'est entre 35 et 40% de la valeur. Donc, si ce bloc vient de Chine ou de Corée du Sud ou du Japon, si pour la part qui est produite en Chine, qui est très importante, c'est produit avec de l'électricité au charbon, si en plus, après, ça vient sur un porte-conteneur, un porte-conteneur, ça pollue autant qu'un million de voitures, hein, c'est à peu près la norme. Donc, rendu en Europe, la trace carbone, c'est monstrueux. Donc, tant qu'on n'a pas développé massivement des industries de batterie en Europe, il faudrait mettre la pédale, il faudrait avoir l'intelligence de mettre la pédale douce sur l'électrique en poussant massivement sur l'hybride. Le problème, c'est que Renault, Carlos Ghosn a fait le pari il y a 10 ans de l'électrique, c'était intelligent, sauf qu'il n'y a pas eu de demande. C'était le directeur financier de BMW qui a dit en octobre-novembre, il y a 6 mois, alors ça a fait scandale en Allemagne et en Europe, mais le type a juste dit on développe tous massivement des modèles électriques, mais les consommateurs n'en veulent pas. Donc, je pense qu'en revanche, les gens veulent de l'hybride. Alors,
il y a eu un petit truc positif dans les annonces du président de la République la semaine dernière. Pour la première fois, il y a une petite aide pour l'hybride. Mais en France, on devrait aider beaucoup plus l'hybride que l'électrique, ou au moins au même niveau. L'hybride, c'est la bonne réponse, d'autant plus que Peugeot est excellent en hybride et que ça permettrait, en jouant sur les volumes, de devenir ultra compétitif. Moi, je verrais bien une politique de filière où Renault ayant beaucoup investi sur l'électrique, on demande à Peugeot d'utiliser des éléments de Renault pour développer ses voitures électriques et qu'en revanche, Renault n'a pas de moteur hybride, je crois qu'ils les importent de Nissan. On pourrait dire, vous pouvez aussi en prendre chez Peugeot. Il faut savoir que Renault et Peugeot, depuis 30 ans, ont souvent fait moteur commun dans des usines communes. Donc, pourquoi on n'aurait pas des réactions comme ça? Donc, dans les secteurs qui vont boomer, ça dépend aussi des adaptations qui vont être mises en œuvre. Pour ce qui est de l'aérien, si franchement, grâce à la politique masqué, testé, isolé, la crainte sur le Covid baisse, je pense qu'on peut avoir un rebond de l'aérien qui pourrait revenir à la moitié ou aux 2/3 de son activité précédente, peut-être plus vite qu'on imagine. Donc, automobile, l'électronique, le numérique, tout ça, ça va boomer à mort. Là aussi, je trouve que l'Europe, qui a découvert que… Alors, la pharmacie aussi devrait être un secteur où ça boom. Il faut impérativement qu'on relocalise en Europe les productions de base de médicaments. Moi, je le savais, je m'étais élevé depuis longtemps contre ça, mais la population a découvert que 60% des bases venaient de Chine. Si vous vous replacez sur tous les sujets dans le combat entre la Chine et les États-Unis pour la domination mondiale, déjà, sans ce combat, faire venir les ingrédients clés de tout ce qui est pharmacie, voitures propres de Chine, c'est taré. Mais en plus, quand vous savez qu'il y a deux géants qui se tapent sur la gueule et qui vont se taper sur la gueule de plus en plus fort, dépendre de l'un ou de l'autre sur des éléments clés de votre souveraineté, mais c'est d'une connerie totale. Ce que je dis, c'est pas, il n'y a rien de génial, hein, il suffit de réfléchir un peu, mais déjà, ça vous donne des perspectives massives, mais je ne vois pas la stratégie nationale. De toute façon, Macron, c'est un financier, c'est un malin, c'est un tacticien, comme tous les hommes politiques que nous avons eus. Mitterrand et Chirac, c'était des tacticiens hors normes, mais les mecs, on n'a jamais vu une politique stratégique venir de Mitterrand, de Chirac, même Sarko, qui a fait des choses. Donc, alors sur les secteurs qui vont partir, il y a aussi des gens qui pensent que l'industrie du luxe va repartir. Tout le monde a été frappé sur le fait que la production chez Porsche a augmenté au premier semestre. Donc, et chez Ferrari, elle boom. Donc, et l'action LVMH a peu baissé. Donc, en France, il y a encore des possibilités sur le luxe, mais j'évoquais, je pense quand même que c'est une période où, indépendamment du noyau dur européen, une stratégie française affirmée peut faire la différence. Nous avons une trentaine de millions de logements en France, dont 6 à 8 millions de ce qu'on appelle des épaves thermiques, qu'il faut totalement isoler. On sait que pour isoler sur un rythme de 300 à 400 000 logements par an, ça demande 300 000 personnes. Donc, c'est du travail pérenne, il y en a pour 25 ans. On pourrait former des jeunes massivement dans la période actuelle pour les faire bosser sur des stratégies d'isolation des logements pour aller vers la croissance durable. Je ne vois pas, donc là, pour l'instant, l'État ne bouge pas. Enfin, moi, je ne comprends pas ceux qui nous dirigent. Hein. Il y a plein d'opportunités. J'évoquais l'autre point, c'est le CEA a beaucoup investi sur le photovoltaïque. L'État ne lance pas un programme. Les Allemands ou les Chinois le feraient. Donc, je ne vois pas les Français lancer un programme autour du photovoltaïque de l'avenir, quoi. Donc, et si le CEA apparemment a trouvé
matériaux qui permettent de progresser. Si on industrialise ça, c'est des choses qu'on peut exporter. Parce qu'il faut qu'on trouve des choses à vendre si on veut éliminer le déficit extérieur. Donc, je ne suis pas devin, je ne peux pas vous dire ce qui va boomer dans les 12 mois, mais d'après ce que je lis, ça semble incroyable aujourd'hui. Mais le luxe, le luxe semble incroyable, mais apparemment, ceux qui regardent ça sont assez convaincus. Donc, en gros, le luxe, c'est toutes les productions haut de gamme. Parce qu'au fond, il y a quand même une partie de la population qui sort plutôt en bonne position de la crise. Donc, ça fait une part de pouvoir d'achat importante. Je pense qu'il faut qu'on restructure notre secteur du tourisme. On fait trop de tourisme bas de gamme dans ce pays. On se vante du fait qu'il y a 80 millions de gens qui viennent ici, mais souvent, il reste une journée, deux, ils se barrent. Et il faut avoir une offre touristique qui fasse qu'il reste une semaine dans des cadres sympas. Et ça, c'est des centaines de milliers d'emplois aussi, mais vous avez raison, c'est des choses qui se développent sur le moyen terme. Mais quand vous envoyez des signaux puissants sur le fait que vous allez créer toute une filière d'innovation, de rénovation du bâtiment, et que vous mettez les moyens sur place et que vous créez des lycées techniques spécialisés, vous pouvez prendre des décisions et d'avoir des débuts de réalisation à l'intérieur des 12 mois qui viennent. Le temps que ça monte en puissance, je suis d'accord, ça prend 3, 4, 5 ans, mais vous envoyez des signaux extrêmement puissants. Si vous prenez un plan général où vous dites sur l'ensemble des hôtels français, on va transformer le tiers de ces hôtels pour les monter en gamme, vous envoyez des signaux extrêmement puissants. Si vous dites dans l'agriculture, on va investir sur l'outil industriel pour que l'agriculture française regagne des parts de marché au plan international avec des productions haut de gamme, à chaque fois, vous envoyez des messages extrêmement puissants à tous les acteurs sur le terrain pour qu'ils investissent. Donc, il y a des choses qui vont se faire naturellement dans les 3, 4, 5 ans, mais si on va envoyer des messages extrêmement puissants, extrêmement rapides, il n'y a pas d'alternative à un État stratège. Je ne le vois pas, mais on peut avoir des bonnes surprises dans les mois qui viennent. Les secteurs qui repartent naturellement, on va avoir une restructuration forte dans la restauration, parce qu'il y a 15 ou 20% des restos qui vont disparaître, mais ça va faire plus d'activités pour les restos qui vont rester, parce qu'on a toujours 67 millions d'habitants. Donc les gens, il faut qu'ils bouffent. Ils ont économisé 50 milliards d'euros en surépargne. Donc tout ça va ressortir. Donc on a juste réouvert la machine hier ou ce matin. Il faut relancer. Il faut donner quelques mois. Mais moi, je ne serais pas surpris qu'il y ait des bonnes surprises. Je regrette que l'État ne soit pas plus incisif et ne soit pas plus proactif. Je le regrette, c'est un État lourd, c'est un État obèse, c'est un État impuissant. Il faut opérer un virage vers un État stratège et efficace. Là aussi, ça prend du temps, mais regardez quand même des messages très positifs, ce qu'ils ont fait dans les hôpitaux, la façon dont ils ont doublé les capacités de réanimation en 10 jours. En temps normal, c'est impossible à faire. Donc, on a quand même des capacités de réaction très importantes sur le terrain. Ce que je regrette, c'est que je ne vois pas la stratégie d'ensemble. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup d'interrogations. Mais je le regrette d'autant plus qu'il y a des choses énormes qu'on peut faire sur le numérique. Moi, au contraire, j'accélérerais sur la 5G. Tout en poussant la 4G. Et il faut accélérer sur le déploiement de la fibre optique. Ça, c'est des décisions publiques. Donc, il y a beaucoup de domaines où il y a un manque de leadership public. Et le potentiel est là. Donc, je ne peux pas vous dire que je n'annonce pas de miracle, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Par exemple, Macron qui a laissé partir beaucoup de boîtes, comme certains d'entre vous l'a rappelé sur Alstom,
tout à coup, il nous parle de mettre en place une stratégie nationale de réindustrialisation. Qu'est-ce qu'il nous propose effectivement? Alors, moi, j'ai fait partie de groupes de travail dans les 3 dernières années qui envisageaient une réindustrialisation. Nous avons beaucoup de friches industrielles. Si vous vous baladez dans le nord-est, il y a des grandes friches industrielles. Par exemple, là aussi, l'État pourrait racheter les friches, les nettoyer, les remettre aux normes et les vendre aux investisseurs internationaux. Quand Elon Musk a voulu faire une usine de batterie en Europe, il a hésité jusqu'au dernier moment entre la France et l'Allemagne. Mais Berlin lui a promis qu'il aurait toutes les autorisations en 2 mois, et en France, c'était au moins 6 mois. Donc, quand on connaît le système français, il faut agir à l'inverse. C'est-à-dire il faut préparer des terrains à l'avance en créant ce qu'on appelle des bases industrielles, hein, ou des plateformes industrielles, de telle sorte que, par exemple, surtout dans le bassin de la Seine, il y a des secteurs où il y a eu beaucoup d'activités pétrochimiques. Il faut racheter les friches et les remettre aux normes et les mettre aux normes des bases pétrochimiques de demain, hein, et de la chimie à forte valeur ajoutée de demain. Donc, l'État fait l'investissement, et une fois qu'il a fait l'investissement, quand il y a et il le fait savoir auprès de tous les grands investisseurs mondiaux, et une fois que l'État a fait le travail, il faut 18 mois, mais ensuite, il faut qualifier en production industrielle ces plateformes, même quand il n'y a encore rien dedans, hein. Donc, vous les remettez aux normes, vous apportez tout ce qu'il faut en viabilisation, et vous les qualifiez en plateforme de production industrielle, y compris Céveso ou autre. Et ensuite, quand une boîte internationale cherche un terrain Céveso bien placé, eh ben, ce n'est pas 6 mois qu'il faut pour s'installer en France, mais 6 jours. Voilà. Mais tout ce travail proactif, je ne le vois pas suffisamment être fait. Et je pense qu'on peut le faire sur les impôts de production, qui représentent 3% du PIB en France, contre 0,5% en Allemagne et 1% aux Pays-Bas. Notamment la CVAE et la C3S sont très nuisibles. On pourrait basculer la CVAE et la C3S sur la TVA. Et là aussi, c'est des messages ultra puissants que vous envoyez au monde entier sur la volonté de la France de se réindustrialiser. Vous savez qu'on a déjà un tiers de l'outil industriel qui est possédé par des entreprises étrangères. La France est uniquement située au plan mondial avec ses côtes, ses ports, son positionnement en Europe. Si on offre des plateformes, on se retrouve avec des possibilités d'investissement absolument massives dans les années qui viennent. Donc, je ne peux pas vous dire exactement où va venir la demande dans les 6 mois, mais je peux vous dire qu'avec une stratégie intelligente, dans les 5-6 ans qui viennent, il y a un potentiel de rebond gigantesque en France. Est-ce qu'on le mettra en œuvre? Je ne peux pas le dire, mais en tout cas, l'important, c'est d'abord de comprendre qu'il faut le faire et ensuite se donner les moyens de le faire. Un dernier point que je voulais développer avant d'ouvrir la discussion, c'est de rebondir à partir des territoires. Alors, j'ai développé à l'instant l'idée des plateformes industrielles, mais il y a un autre point qui est très important. Il y a pas mal de gens qui réfléchissent à la réforme de l'organisation territoriale en France. Vous savez qu'on a maintenant 35 000 communes. On en a plus 36 000, mais 35 000 parce qu'il y a eu beaucoup de fusions. Et les 35 000 communes sont toutes rattachées à une interco. Nous avons 1250 intercos. Là, on est en train de voter au niveau des 35 000 communes. Okay. Moi, je propose que la prochaine fois, on vote au niveau des intercos et que ces intercos doivent devenir ce qu'on peut appeler des communes métropolitaines, c'est-à-dire qu'on élit des exécutifs des intercos en direct, sachant qu'on garde les 35 000 communes, mais les maires des communes deviennent des maires délégués du maire de l'interco. Donc, c'est un des rares domaines où il suffit, entre guillemets, de changer la loi, hein, de basculer l'élection au niveau de l'interco plutôt qu'au niveau de la commune. Mais on garde les communes, mais les Français sont très attachés à leurs 35 000 mairies, donc il faut les garder. Mais si vous voulez, comme vous êtes des chefs d'entreprise,
On garde 35 000 communes en front office, mais on a 1250 budgets en back office, à partir du moment où on élit les intercos. Ça a comme avantage immédiat qu'on peut fusionner tous les syndicats de communes, tous les syndicats opérationnels dans ces nouvelles intercos. Partout où vous êtes, il y a des syndicats d'eau, il y a des syndicats de traitement des déchets, ainsi de suite. Vous fusionnez tout ça dans la nouvelle interco. Au passage, on peut les appeler communes métropolitaines. On aurait 1250 communes métropolitaines. Et je rajouterai à cela la nécessité pour chaque interco, une commune métropolitaine, de produire des plans de développement à 6 ans renouvelés tous les 3 ans. C'est-à-dire les obliger à faire des plans stratégiques de développement sur la croissance territoriale, le développement économique, la santé, la culture, l'éducation. Et je demanderai au département, dont le nombre serait divisé par 2, de faire la synthèse, de coordonner, de s'assurer que si on avait 50 départements et 1250 communes métropolitaines, les 50 départements assureraient la coordination des projets des communes en termes de développement économique, de santé, d'éducation, de transport, ainsi de suite. Et là, on aurait une mobilisation de la base pour relancer le développement économique en France. Alors là aussi, c'est un truc qu'on aurait dû faire il y a 2 ans, comme ça on aurait été en train d'élire les intercos cette fois. Mais les intercos existent, donc on peut déjà, avant la prochaine élection, les obliger à produire des plans de développement à 6 ans. On peut mettre en place dans la loi des incitations pour que les départements fusionnent. Il y a des demandes sur tous ces sujets, mais l'État ne bouge pas assez vite sur ces questions. Je pense que voilà, il y a beaucoup de potentiel dans le pays, que ce soit redéveloppement du système militaire, redéveloppement de l'organisation territoriale pour pousser le développement économique dans les territoires. Je pense aussi que si on fait la réforme des retraites que j'évoquais tout à l'heure, il faut la compléter par la mise en place de fonds de pension qui assurerait qu'un petit supplément de retraite, mais pendant la période de constitution des fonds de pension, c'est une masse de capitaux qui pourrait financer la réindustrialisation. Sur la fiscalité, je pense qu'il faut là aussi qu'on envoie des messages très puissants. Donc, il faut arrêter de dire qu'on va remettre l'ISF. Ça, c'est la connerie la plus conne qu'on puisse mettre, puisque si on veut redynamiser ce pays, c'est les entrepreneurs qui vont le faire. Donc, si le seul message qu'on a aux entrepreneurs, c'est si vous réussissez à survivre au Covid, eh ben, vous serez sanctionné sur votre patrimoine, mais c'est con à pleurer. Donc, ça serait le bon moment pour supprimer au contraire l'IFI, en disant on va jusqu'au bout. Mais je suis parfaitement conscient, je fais beaucoup de débats sur la nécessité de faire quelque chose sur le plan fiscal. C'est pour ça que moi, je propose ce que j'appelle un impôt Gini. Vous avez peut-être entendu parler du coefficient Gini, G-I-N-I, qui mesure les inégalités dans un pays et entre pays. Et si on supprimait l'IFI et moi je serais même prêt à interdire dans la Constitution tout impôt qui n'existerait qu'en France sans exister dans les autres pays de l'Union européenne, puisqu'on est le seul à avoir un impôt sur la fortune. Et en contrepartie, je mettrais un impôt qui serait sur le revenu élargi. Vous savez que quand vous faites votre déclaration d'impôt, on vous calcule votre revenu de référence, qui inclut toutes les formes de revenus que vous ayez eues, qu'elles aient été fiscalisées au prélèvement libératoire ou à l'impôt sur le revenu. Et donc là, je mettrais un nouvel impôt en contrepartie de la suppression de l'IFI et de l'interdiction de l'ISF, qui serait très simple. Ce serait un impôt Gini, qui serait à 1% au-delà de 100 000 euros de revenus global, 2% au-delà de 200 000 et 3% au-delà de 300 000. Et donc là, l'idée, mais je le dirais aussi franchement que ça à la population, je l'ai déjà dit à la télé, d'ailleurs ça fait marrer tous les journalistes, il se trouve qu'en France, taxer les riches, ça fait jouir la population. Et donc j'ai dit, il faut la faire jouir. Si ça la fait jouir de taxer, il faut la faire jouir. Donc je crée l'impôt Gini,
Et je monte jusqu'à 3%. Donc l'ISF était à 1,5, je mets un Gini à 3%. Mais 3%, ce n'est pas sur le capital, c'est sur le revenu. Hein. Et c'est au-delà de 300 000. Néanmoins, vous auriez encore 20 000 personnes qui le paieraient. Et simplement, ça serait sur le revenu. Donc, vous pouvez payer de l'impôt sur un revenu que vous avez vraiment touché. Alors que du revenu sur du capital qui rapporte 1% ou 1,5%, ça ne donne plus envie d'investir en France. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de domaines où on peut faire des évolutions. Il y a un certain nombre de groupes de réflexion partout, à gauche et à droite, qui réfléchissent à la réforme territoriale, à la réforme de la fiscalité, à la réforme de l'État. Voilà. Mais par rapport à la question qui est posée à la seconde, ce sont des choses qui produiront des effets à 2, 3, 4, 5 ans. Dans les 12 mois qui viennent, moi, ce que je proposerais en immédiat, c'est un fonds d'investissement en fonds propres d'une centaine de milliards d'euros qui servirait à accélérer les restructurations. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai une boîte qui chute dans un secteur, je vais voir les boîtes qui marchent bien et je leur dis, je suis prêt à vous donner du fric pour reprendre cette boîte. Et je ne vous oblige pas à reprendre la boîte comme elle est, vous la restructurez. Simplement, vous reprenez ce qui a de la valeur dans la boîte en termes de compétences et de machines. Plutôt que ce soit des casseurs qui fassent ça, je préfère que ce soit des chefs d'entreprise qui ont déjà montré qu'ils étaient capables de réussir. Et j'amorcerai le redémarrage comme ça. Alors, je termine sur ce point. Il y a une vraie limite à une politique de ce type. Ce n'est pas totalement de la politique fiction, puisque le maire a évoqué ça, mais sur des montants beaucoup plus faibles, de 3 milliards au lieu de 100 milliards. Mais c'est une idée qui commence un peu à circuler. Mais ce qui bloque dans cette évolution, ce sont souvent les chefs d'entreprise eux-mêmes qui ne veulent pas faire entrer un actionnaire extérieur. Alors là, il faut des limites très claires, hein, mais si on veut vous apporter des fonds propres, il faut céder une partie du capital. Enfin, c'est même pas céder une partie des capitales, il faut accepter de créer des actions en contrepartie de l'apport de fonds propres. Et il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui veulent garder 100% de la boîte. C'est un vrai sujet, parce qu'il y a quand même 2 pistes pour demain. C'est le dernier mot avant la discussion. Moi, je crois beaucoup à l'actionnariat salarié. L'actionnariat salarié, il ne faut pas en faire des tonnes ou s'inquiéter massivement, mais à peu près partout, l'actionnariat salarié, il se situe, quand il a réussi, entre 8 et 12%. Il ne va jamais être vraiment au-dessus de 12%. Et on peut imaginer un actionnariat salarié qui démarre à 1 ou 2 et qui monte progressivement vers 7 ou 8% du capital, avec des aides données sur le plan fiscal sur l'achat des actions, mais actionnariat salarié en contrepartie d'achat des actions. Il ne s'agit pas de les donner, et peut-être de les vendre avec une réduction de 20%. Donc ça, c'est éventuellement avec une incitation fiscale. Mais je crois beaucoup à l'actionnariat salarié. Et l'autre point, c'est que si l'État apporte des fonds propres en contrepartie d'un développement, l'idée, c'est que c'est quand même mieux que des prêts, parce que ça consolide la structure financière. On peut imaginer que si l'État prend 15 ou 20% parce qu'il amène des fonds propres à une boîte aussi, dans le contrat d'apport, il y a une faculté de rachat par le chef d'entreprise de la participation publique. Donc, il faut faire des trucs qui soient acceptables par tout le monde. Mais je pense que les chefs d'entreprise, dans le contexte actuel, doivent être ouverts. Si je conclue en un mot, il y a 2 idées qui, à mon avis, sont clés. La première, c'est celle que j'ai développée tout à l'heure. Ne dites jamais non à une commande. Démerdez-vous, répondez. Parlez à vos salariés. Ne dites jamais non, parce qu'on est dans un de ces moments où, quand on vient frapper à votre porte, si vous dites non, on ne viendra plus. Donc, il faut que les salariés comprennent qu'ils ont intérêt à ouvrir la porte aussi. Et la deuxième idée, c'est que vous avez, de même qu'il faut répondre à toutes les commandes, il faut savoir ne pas dire non aux investissements en capital, quitte à inclure des clauses de rachat à des prix prédéterminés. Mais il faut être ouvert à tout, quoi.
Et surtout répondre à toutes les demandes. Même si c'est dans un secteur qui n'est pas le vôtre habituellement, vous vous dites « putain, je ne connais pas ce secteur, je n'ai pas forcément envie d'y aller ». Voilà. Là, il est clair que dans la pharmacie, il va y avoir de la relocalisation. C'est certain. C'est certain, et à court terme. Vous me demandiez un secteur où il va y avoir de la reloc à court terme, la pharmacie. Bon, ben, dans la pharmacie, il faut prendre des contacts maintenant. Il faut réfléchir. Voilà. Si vous êtes dans des secteurs à forte intensité capitalistique, il faut vous demander qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter dans la pharmacie en termes d'offres numériques, d'offres physiques, de machines. Prenez le temps d'aller, peut-être par l'intermédiaire de l'APM ou autre, d'aller visiter des boîtes de production pharmaceutique et dire je voudrais voir comment ça marche pour me dire, moi, qu'est-ce que je peux offrir. Voilà. Donc, des démarches proactives, là, en pharmacie, c'est certain que ça paye.